tous, merci d'être venus à cet atelier. Je m'appelle Marine Leblanc et je suis doctorante à l'UFR STAPS et donc je serai la modératrice de cet atelier qui s'intitule La thèse et après, dans lequel on va parler donc, de votre devenir professionnel avec des intervenants et intervenantes qualifiés. Il va y avoir, l'atelier va se dérouler en deux parties. Donc on va avoir une première partie sur le Conseil national des universités, donc le CNU, avec deux intervenants qui sont donc Gilles Karmarek et Thibaut Kérivel. Et ensuite, donc là on va parler notamment des dossiers de qualification, dont on a commencé à parler un petit peu tout à l'heure pendant la table ronde. Et donc on sera sur le versant plutôt carrière d'enseignant-chercheur. Et ensuite, donc la deuxième partie de l'atelier qui va faire écho un peu avec ce qu'on a vu aussi dans la table ronde précédente. Donc sur le recrutement en entreprise, donc là ce sera le côté un peu pratique, recrutement en entreprise et les compétences qui ont été développées pendant la thèse et qui peuvent être un bénéfice pour être recruté en entreprise. Et donc là ce sera avec deux autres intervenants et intervenantes, Isabelle Léger et Hugo Auré. Voilà, donc chaque partie va durer à peu près 20 minutes, donc n'hésitez pas, le but là c'est comme c'est un atelier, c'est d'échanger, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et puis si vous n'avez pas le temps de poser toutes vos questions, à échanger à la suite de cet atelier avec les intervenants. Voilà, et donc je vais laisser maintenant faire un petit tour de table rapide pour que tout le monde se présente, et puis ensuite on va pouvoir attaquer avec la première partie CNU. Voilà, donc je vous laisse la parole. Oui, je vais faire très rapidement. Thibaut Kérivel, NCF, NRU, à Brest. Bonjour, Gilles Karmarek, je suis professeur de l'université également à Brest, et je suis là en titre de membre du CNU, dans la 74e section. Bonjour. Bonjour, moi je suis Isabelle Arnaud-Léger, je suis en 3e année de doctorat de psychologie avec le LPPL à Angers, en contrat bien évidemment, et la CENITAM, les de transport en commun. Bonjour à tous, moi c'est Hugo. Je suis data analyst aujourd'hui chez Decathlon et j'ai passé ma thèse il y a maintenant 6 ans au sein du laboratoire Motricité Interaction Performance à l'UFR STAPS de Nantes. Comme on utilise toujours des sigles et que dans notre jargon, il n'est pas toujours facile de se faire comprendre, peut-être qu'on peut commencer par donner du sens à ce sigle, CNU. C'est une représentation nationale de l'université. On sait que l'université fonctionne par représentation, c'est-à-dire que les décisions se prennent entre pairs. Et donc la section 74, c'est la section sciences de STAPS, et chaque discipline a une section. Les plus anciennes disciplines à l'université sont les premières sections. Par exemple, la psychologie, c'est la 16e section. Les disciplines plus anciennes, plus récentes, comme les sciences de l'éducation, c'est la 70e section. Et les stages, une discipline encore plus récente, c'est la 74e section. Donc en fonction de votre discipline de rattachement, vous avez un numéro de section. Chaque section organise des travaux entre pairs pour prendre un certain nombre de décisions. Des décisions, par exemple, qui ont trait à la promotion, à l'évolution de carrière des enseignants-chercheurs. Des décisions qui peuvent être relatives aussi au fait d'avoir des congés, de pouvoir avoir des pauses dans son parcours professionnel. Et la première décision qu'elle prend et qui nous importe, c'est la décision de qualification. Alors, ça a été un peu présenté tout à l'heure, je reprécise quand même parce que c'est important de bien le comprendre. Dans la fonction publique, on ne peut accéder à des emplois titulaires que par concours. Donc, il faut que l'État fasse état de besoin, justement, annonce ses besoins, les publie, et ça se traduit par un certain nombre de postes. Pour être recruté sur ces postes, le concours est toujours organisé en 2 phases, quels que soient les concours. Les 2 phases du concours de recrutement pour être enseignant-chercheur correspondent pour la première à la qualification, c'est l'admissibilité du concours, et ensuite il y a un entretien de recrutement qui est l'admission. Si vous connaissez d'autres concours, par exemple à la fonction publique territoriale, il y a ces 2 phases aussi. On passe par des écrits, on peut être admissible,
pour devenir, par exemple, sapeur-pompier. Et ensuite, quand on va aller chercher un poste dans une structure particulière, on passe une épreuve d'admission. Donc la qualification, il faut vraiment la prendre comme ça. C'est une épreuve permettant de devenir admissible et qui nous autorise ensuite à postuler dans différents endroits, dans différentes universités, pour être admis en tant qu'enseignant-chercheur. Voilà, pour présenter peut-être vraiment ce que c'est. Alors, très concrètement, ça se traduit par un dossier, un exemple de dossier qui est là, je vais vous montrer, et qui va être déposé sur un serveur au niveau du ministère. Alors, c'est pas du papier tout de suite, on remplit des formulaires, on renseigne le dossier avec des pièces jointes, et à un moment donné, on peut aussi l'imprimer pour qu'il devienne concret. Je vais dire peut-être ce qu'il y a dans le dossier, qu'il a fait récemment. J'ai une expérience un peu plus pratique, on va dire, de cette expérience. Moi, j'ai fait mon dossier de qualif l'année dernière. J'en ai fait un premier au début juste à la sortie de la thèse, et j'ai pas eu cette qualification, donc j'ai pas reçu cette première étape-là, du fait que j'avais pas suffisamment d'articles, parce que pour avoir ce dossier, cette qualification-là, il y a des contraintes à respecter. Les contraintes dépendent de chaque section. Donc chaque section a ses propres contraintes, mais globalement, elles tournent autour de la qualité du dossier scientifique, de la qualité du dossier qui est lié à l'enseignement, c'est-à-dire que vous avez suffisamment d'heures de cours donnés dans un champ requis, et ensuite la capacité à annuler On est responsable. prendre part à la vie d'un laboratoire de recherche, comme je disais tout à l'heure. Donc cette première année-là, j'avais tout pas pris parce qu'il me manquait tout simplement des articles de publication, donc je n'avais pas reçu cette qualification-là. J'avais essayé en 74, donc en section STAPS, et pour le coup, pour être très pratique, ils demandaient 2 articles en premier auteur, et j'en avais qu'un. Un auteur, je crois. Mais je l'avais fait quand même pour l'expérience, pour voir, pour créer ce dossier-là, et puis je m'étais dit peut-être, on ne sait jamais, ça peut marcher. Mais en fait, non, évidemment, ça ne marche pas. Et donc, je n'avais pas eu cette qualification. Et l'année d'après, parce que du coup, il y a une chronologie aussi, c'est tous les ans, il y a une période qui s'ouvre pour déposer ce dossier de qualif-là. Et donc, il faut être sur les sites où on donne les dates, mais globalement, ça va jusqu'à fin décembre pour faire sa qualif, pour l'avoir autour du mois de mai-juin. Vous avez le résultat, ça dépend des sections, et Entre mars et on se réunit, là cette année on va se réunir en février pour la 74e section. Donc là on va travailler collégialement pour examiner les dossiers. Alors chaque dossier est examiné par 2 enseignants-chercheurs qui mettent un avis pour regarder les critères qui sont bien définis. Et ensuite on se réunit collégialement, donc on est en général entre 20 et 30 maîtres de conférences, entre 20 et 30 professeurs, suivant la taille des sections. Et collégialement, on vote, c'est-à-dire que telle personnes sont admises sur la liste de qualification. Donc on a, à partir de là, transmis au ministère qui valide sur le serveur. Et donc vous recevez la réponse assez rapidement. Oui, ça c'est début mars. Ouais, début mars, parce que les concours se poursuivent. Et donc les universités ont publié les postes en même temps. Souvent les premières publications sont parfois dans le moment assez tôt, début janvier. Puis ensuite les postes sont continués à être publiés jusqu'à mars par exemple. Et donc vous êtes amené ensuite à aller chercher un poste, déposer un nouveau dossier de recrutement, pas de qualification, et pas de c'est un calendrier, comme je dis, un training. Et on peut en faire plusieurs fois, on peut le faire aussi souvent que l'on veut. C'est vrai que si vous faites souvent en sortant de thèse, d'avoir publié et d'être suffisamment armé pour être qualifié. Alors souvent, on a un postdoc, on a une année d'APR, ou bien ça dépend aussi des disciplines. Avec des disciplines d'anglais, on demande dans certaines disciplines et dans certaines écoles de droit, on demande à avoir déjà publié pour être autorisé à soutenir. Ce n'est pas le cas d'un autre, hein. Mais on peut très bien, en discutant avec d'autres doctorants, on
très bien comme critère pour pouvoir soutenir, vous devez avoir 2 publications. Donc déjà les critères de qualification, par exemple, voilà 74 sections. Donc ce qui rend la qualification du coup plus simple pour l'école de droit. Et après, vous pouvez, parce que j'y pense maintenant là, mais la première année, j'ai tenté juste en 74, c'est-à-dire en STAPS, et finalement, dans notre discipline scientifique, que sont les STAPS, il y a à l'intérieur des STAPS d'autres disciplines qui existent. Parce que moi, je fais de la psychologie du sport. Et donc, je suis en STAPS, mais je suis aussi en psycho. Et donc, je peux tenter la qualification en psycho. Et il se trouve que j'avais un versant un peu éducatif aussi, enfin, de formation, donc je suis aussi en sciences de l'éducation, en 70. Et donc, je pouvais déposer des dossiers dans 3 sections. Et évidemment, chaque section a des demandes différentes, c'est-à-dire des articles qu'il faut plus ou moins mettre en avant en fonction du champ dans lequel on postule, des heures de cours à mettre plus ou moins en avant, parce que si j'ai donné que des cours en STAPS et que je demande une qualif en psycho, bah, il faut quand même que je puisse justifier pourquoi je demande une qualif en psycho. Et donc il y a tout un travail un peu de structure du dossier de qualif pour témoigner du fait qu'on appartient bien à cette section, enfin qu'en tout cas qu'on serait légitime à être prof un jour dans cette section. Et donc il y a vraiment une stratégie un peu à mettre en place pour faire un dossier qui colle à la section dans laquelle on le propose. Et après, ouais, vas-y. Du coup, tu évalues les renseignements pour savoir dans quelle section, qu'est-ce qu'il faut, quel dossier. Alors il y a un site qui existe, c'est le site de la CNU. Et donc le site de la CNU, tu peux naviguer entre les sections et retrouver les exigences qui sont attendues. Bon, c'est pas le site le mieux fait, le plus intuitif évidemment, mais tu trouves les informations. Et puis après, avec des autres collègues qui sont dans ton labo, tu peux leur demander, bah toi, ça fait pas longtemps que tu es qualifié, c'est quoi ton dossier, est-ce que tu peux me le montrer, etc. Ça change peut-être d'une année sur l'autre, mais globalement, c'est toujours les mêmes choses. Après, chaque section est plus ou moins transparente aussi. Donc, les critères sont très simples, ils sont communs pour l'ensemble des sections. Il faut avoir en effet un nombre de publications, c'est le critère de publication scientifique. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'une publication scientifique? Et là, ça va dépendre des sections. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle responsabilité administrative avez-vous assurée? Donc là, c'est pareil, chaque section va reconnaître dans les jeunes, il n'y a pas beaucoup de responsabilités, mais ce que vous faites là, par exemple, c'est à valoriser. En tant que doctorant, participe à l'organisation d'une journée d'études, être membre du conseil de l'école de doctorat de vie, ça fait partie des démarches de prise de responsabilité. Donc c'est ni le plus sur le CV. Là, ça attribue des points. Et on a aussi, bien sûr, l'expérience pédagogique. Et donc là, c'est un nombre d'heures. Chaque section a défini un nombre d'heures minimum. Et comme dit Thibaut, c'est important de mettre en avant et libeller les enseignements qui correspondent bien aux attendus de la section. Et donc certaines sections sont très transparentes. En STAPS, c'est très transparent. C'est assez facile de faire son dossier. Je vais vous donner même des façons de comptabiliser et valoriser les différents items. Et donc, nous, en tant qu'évaluateurs, on a une grille. Elle est transmise là aujourd'hui, cette grille. Et donc, on coche une case. On calcule les coefficients en fonction de la valeur des articles, le poids des articles. Et puis, on a des scores. Et avec ça, on a des étudiants qui sont qualifiés. Pour avoir la qualification, c'est par exemple chaque année il y en a 10 et ce sont les 10 qui ont plus de points ou c'est tous ceux qui sont au-dessus d'un certain nombre? C'est la particularité de ce concours. Il n'y a pas de barre à l'admissibilité. La barre est uniquement à l'admission parce qu'elle est liée au nombre de postes qui sont publiés. Donc, en effet, on peut avoir 100% de qualifiés, on peut avoir 30% de qualifiés, c'est très varié. Dans ma section, en général, on est autour de 60 et 70% de qualification avec des variations en fonction des sous-disciplines. Traditionnellement, ceux qui sont issus des sciences de la vie ont des cultures de publication plus régulières, plus incitatives dans les laboratoires, ce qui fait que les étudiants arrivent déjà en fin de thèse avec des dossiers qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus solides. Alors que les étudiants
gens qui sont issus des sciences sociales, histoire, sociologie, du sport, ont souvent des dossiers moins robustes. Donc, il y a des pourcentages un peu moindres, en général, d'admission à la qualification pour ces sous-disciplines. Ouais. Alors du coup, une fois qu'on a la qualif, ça veut dire qu'on peut postuler dans toutes les universités de France à des postes de maître de compte, c'est ça? Oui. Non seulement dans toutes les universités, mais aussi dans toutes les sections. Tu peux être qualifié en STAPS et être recruté et postuler sur un poste d'enseignant-chercheur en que tu veux. Alors plutôt, si tu as fait STAPS et que tu es en sociologie du sport assez compétent, plutôt dans un poste en sociologie. Nous, en STAPS, on recueille aussi, on recrute aussi des personnes qui ne sont pas issues de notre discipline et qui ont fait, par exemple, un cursus complet en psychologie générale. Et donc, c'est à la fois une ouverture, mais en même temps, une acculturation à chaque fois, une réflexion sur quels sont les attendus de ce poste, de cette filière universitaire, en quoi, avec mon parcours qui est singulier, je correspond à ces attendus-là. C'est un vrai travail, il y a un vrai travail sur ce dossier, et il y a un vrai travail ensuite sur le CV que l'on va présenter, et la stratégie qu'on aura, si jamais on a la chance d'être retenu pour le. Est-ce qu'on va être recruté pour un cours ou c'est pour le maître de compte qui bâtit son cours? Alors, là, il y a deux choses. On est recruté pour un poste sur un profil. Oui. Donc, des universités publiques, par exemple, un profil, ça peut être. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple pour changer? On va prendre les sciences de l'éducation, on va prendre les sciences du sport, ou je ne sais pas dans quelle section vous êtes. Moi, je suis en psycho. En psycho. Alors, en psychologie, on va avoir en général une précision en termes de. Là aussi, sous-partie de la psychologie, le poste va être 16e section, psychologie sociale ou psychologie des organisations. Alors, après, un autre poste, différent, ça peut être psychologie ergonomique, et on peut préciser à côté les attentes du laboratoire aussi en termes d'objets d'études. D'accord, ça va être 16e section, psychologie sociale, problématique de la motivation et dynamique du groupe, par exemple, qui est un des axes du LASO. Et donc, tout le travail de la personne qui est déjà qualifiée va consister alors à montrer comment un autre dossier, comme celui-là, va être vraiment en phase, compatible avec les attendus du poste. Donc c'est beaucoup c'est plus simple. décliné, hein. Ça c'est juste le délai initial, et après il y a tout un ensemble d'attendus en enseignement et en recherche. Et ça peut faire 3-4 pages. C'est quand même beaucoup plus simple de postuler dans un labo dont on connaît déjà les gens, en fait, avec qui on a déjà travaillé. Oui. Parce que tu auras les mêmes, c'est pas une histoire de tinage, mais c'est que tu auras les mêmes objets de recherche un peu rigolo parce que tu es dans leur labo. Mais après, effectivement, Alors il faut qu'il y ait un poste qui se libère. Et puis après, il y a des stratégies d'université qui, pour éviter justement ce copinage, vont privilégier des personnes issues d'autres laboratoires. Avec cette idée qu'il ne faut pas rester entre soi, il faut s'enrichir. Alors c'est moins le cas pour les maîtres de conférences, mais pour les profs d'université, c'est très marqué. Parfois, des articles qui ont recruté quelqu'un qui est issu de notre université. Il y a des postes, il y en a beaucoup à l'université. Beaucoup. Quand on voit ce qui se passe à Rennes, tout ça. je prends le cas de notre poste, là, c'est tombé. Il y a 48 postes qui s'ouvrent de titulaires à Rennes, 23, 25 pour des postes IET à l'université, c'est-à-dire et 23 enseignants titulaires. Tu vois, sur il y a c'est une faculté relativement moyenne, c'est vrai. Et on est à une période de grande difficulté financière, les postes qui sont gelés, et donc il y a essentiellement une petite partie des postes qui là sont renouvelés. En fait, c'est comme dans toute institution, ça dépend des départs en retraite, il y a peu de création. L'État aujourd'hui apporte peu de création, sauf dans des disciplines en tension, en psycho, et l'État par vague, quand il y a des mouvements, apporte aux universités des masses financières pour recruter soit des contractuels, c'est le cas psycho, soit des titulaires, et là c'est plus compliqué, la masse financière est plus importante, les pérennes sur plusieurs raisons. Mais de toute façon, il y a en effet des départs en retraite, nombreux, certaines années, les universités
pied droit. Je regardais moi l'année dernière des postes titulaires, mon profil, parce que je n'avais pas la thèse du service spécialiste, c'est pas généraliste, alors mes postes qui correspondent. Mais du coup, moi l'année dernière, je regardais, j'avais 2-3 postes sur lesquels je me dis, voilà, je suis en train de postuler en France. Mais du coup, ça veut dire soit économie, soit. Vous avez l'air de dire qu'il y a une différence entre maître de conf et enseignant d'université. Alors, non. Enseignant-chercheur, c'est le métier. Et dans ce métier-là, tu as différents statuts. Les statuts correspondent à des titres, ensuite. Les statuts, le premier, c'est ATER, attaché temporaire de recherche et d'enseignement. Donc là, c'est quelqu'un qui a le droit à un contrat temporaire pendant 1 an, renouvelable une fois, donc 2 ans en tout, sauf pour les étrangers qui peuvent être renouvelables 4 fois, donc 4 ans en tout. Enfin, renouvelable 3 fois, pour 4 ans en tout. Et donc ces contrats permettent à des jeunes qui sont en sortie de thèse de finir leur thèse, pour certains, de faire de l'enseignement et de la recherche, de se former au métier d'enseignant-chercheur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont, il faut discuter dans le labo, parce qu'on bagarre entre labos, on va voir les choses d'ATER. Moi, j'en ai deux là, postes d'ATER, et voilà, si, elle est là. L'année prochaine, peut-être que Elise sera avoir un poste d'ATER, et qu'une de mes actuelles ex-doctorants qui est sous ce poste-là, elle fera peut-être autre chose d'ailleurs. Donc voilà, donc il faut le préparer en amont, pour discuter avec vos encadrants, si, juste derrière votre thèse, vous pouvez avoir posé d'ATER. Ça, c'est le premier statut. Le deuxième statut, c'est contractuel, ce que vous avez expliqué. Donc c'est un contrat d'1 an, renouvelable. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas renouvelé. Pour les universités, on paye un maître financier qui le permet, il y a un besoin. Mais il n'y a pas de poste de titulaire pour l'instant, donc on recrute sous la forme de ce contrat qui est c'est le droit de l'université pour faire du contrat, le droit. Et enfin, il y a 2 statuts qui renvoient à un poste de titulaire à la fonction publique. Titulaire à la fonction publique, ça peut recruter à vie, ce qui peut faire peur, et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps parfois, et qu'il faut prendre des précautions dans le processus. Et là, il y a le statut de maître de conférence ou maîtresse de conférence. Donc, c'est le premier statut à l'université d'enseignant-chercheur. Ça correspond à peu près au titulaire, ça correspond à peu près à 60-70% des emplois. Et ensuite, il y a des statuts de professeur d'université. Professeur d'université, c'est un statut auquel on accède souvent un peu plus tard dans la carrière, après le cheveu blanc, par exemple, ou bien avoir des dossiers scientifiques. Enfin, on repasse par les mêmes critères de l'évaluer ses horaires. Donc, pour accéder sur ce poste, à nouveau, on fait un dossier de qualification, on est recruté par nos pairs, on passe des entretiens, on se fait parfois critiquer sur la qualité des dossiers. Enfin, voilà. On renoue le même jeu en permanence toute la vie dans cette carte. Et entre-temps, voilà, alors ça c'est une particularité française, merci de me le rappeler. Pour devenir prof d'université, tu dois passer un nouveau diplôme en France. C'est le seul pays où c'est comme ça. Tu dois passer ce qu'on appelle une habilitation à diriger les recherches. C'est entre les deux. C'est un diplôme universitaire, le dernier à l'université, qui permet parfois à 40 ans d'avoir une carte d'étudiant. Et je vais enseigner à mes enfants, et je paye quand même. Ouais, je sais. Mais en tout cas, voilà, c'est un diplôme universitaire, mais comme tout diplôme universitaire, il ne sert à rien en soi. Il a développé des compétences, mais on ne peut pas être recruté sous prétexte qu'on a un diplôme. On va être recruté si on passe un concours. Et là, à nouveau, le concours en 2 phases, qualification, professeur, puis candidature sur les postes et recrutement, le terme de dépôt de dossier plus entretien, si la première phase soit prévue. D'abord, à peu près pour l'émission de statut. Oui, enfin, alors après, il faut faire attention, toujours pareil, c'est une question de section C. C'est plus la qualité du journal qui va être à réfléchir à la question. Le fait d'avoir 2 papiers dans le même journal, ça me semble moins problématique pour les jeunes que pour un prof d'université, par exemple, qui aurait 6, 7, 8, 10 papiers dans le même journal pour lequel il aurait pu diversifier.
On est jeune, sur un domaine spécialisé, ça peut se comprendre, il n'y a pas tant que ça de revues, ça peut être très actif, plus difficile d'accès. Donc c'est plus de la qualité. Donc il faut voir dans votre section quelles sont les revues reconnues. Est-ce que ça compte ou pas? Et donc là, il y a tout un apprentissage aussi, de naviguer. Et ça, c'est pareil, c'est des revues qui sont dites qualifiantes, qui sont beaucoup sur les sites de section. Sur certaines sections. Surtout, ouais, voilà, celles qui sont transparentes, il y a c'est marqué de A à Z des revues. Alors là, il y a les revues, il y a 3 niveaux de revues pour que vous puissiez bien comprendre. Hein. Pour être un peu pédagogique, il y a les revues professionnelles, en général, elles ne sont pas prises en compte. Il y a des revues qui seraient par exemple sur les procédés thérapeutiques dans le domaine psychologique, par exemple, c'est des professionnels, des principes professionnels, c'est pas comme ça. Après, il y a les revues dites scientifiques, et entre les deux, parfois, il y a des revues dites interfaces qui permettent à la fois des travaux scientifiques et professionnels en sciences de l'éducation, parce que dans la salle, ce sont des revues qui peuvent être comptabilisées pour la qualification de l'éducation. Donc les revues scientifiques, après, elles sont classées avec deux systèmes. Il y a un premier système qui est un système de classification qui date un peu et qui est de plus en plus abandonné, qui est la qualification de l'HCERS, une instance qui est des universités de manière générale. L'HCERS, ça c'est une section, a retenu une liste de revues qualifiantes. C'est pas en sciences de l'éducation. Dans d'autres sections, comme en STAPS, comme en psycho, on va regarder si la revue est indexée. Et donc, la question c'est quoi une revue indexée? Il y a plusieurs façons d'indexer des revues. Et là c'est pareil, suivant les sections, les revues indexées vont être classées, reconnues comme étant très impactantes, très valorisées, plus impactantes, pas valorisées. Puis il y a une barre. Là, on ne prend en compte, on ne compte que les revues qui sont au-dessus de cette barre. Nous, on considère que toutes les revues, pourvu qu'elles soient indexées, sont qualifiées. Donc, il faut vraiment vous renseigner auprès de vos sections. J'ai une question un peu plus personnelle. Est-ce qu'il est possible de cumuler un mi-temps dans un collège, enseignement, et un mi-temps, par exemple, en tant que contractuel à l'université? Est-ce que statutairement c'est Sur considéré? un contractuel, oui. Sur un ATER, non. Parce que là, on a déjà essayé de recruter, mais sur un contractuel, il me semble que. D'accord. Et après, c'est Oui, mais ils ne peuvent pas, parce que là, c'est enseignant du privé, on a déjà essayé sur quelque chose. J'avais une dernière question, j'avais entendu avec la loi, je ne sais pas, qui aurait pu qualification. Alors, ça a été supprimé pour les professeurs. Aujourd'hui, pour être professeur sur un diplôme de la GRT, on peut candidater directement dans les postes qui sont publiés. Mais par contre, pour l'instant, la qualification est maintenue pour le recrutement des maîtres de conférence et des questions. Jusqu'à la. Mais c'est quelque chose qui est particulier, qui existe dans la mais ça ne change pas grand-chose. C'est un CV. Hein. Quand on veut être recruté, on fait un CV et on est évalué sur des critères qui sont liés à l'événement, qualification, expérience, etc. Disons que là, ça descend. Le reste, c'est les pièces qu'on doit rapporter. Donc, il y a le rapport de soutenance, il y a le diplôme de docteur, il y a 5 articles au choix pour cette section-là. Là, c'est une jeune fille qui a été qualifiée en sciences de l'éducation, une ancienne étudiante. La première année qualifiée en sciences de l'éducation, on prend en stage, parce que les critères ne sont pas les mêmes. Et cette année, elle va qualifier sans qualifier en stage, sans problème, et en psycho pour le moment. En plus des sciences de l'éducation, on va avoir 3 qualifications comme psycho. Ça ouvre la possibilité pour aller chercher des postes en sciences de vie, en stage, et en psycho. On pourra les laisser pour faire passer. Est-ce qu'on aura un peu de temps Oui, peut-être après. Donc là, on va passer à la deuxième, merci à tous les deux, à la deuxième partie de la session sur le recrutement
coup, moi, l'idée, c'est que je vous fasse un petit partage d'expérience sur ce qui m'a amené à passer en privé. Tout sur la Suisse scientifique, plus à la place sur la vie en entreprise. En fait, pour refaire un petit état des lieux, moi, j'ai fait une thèse en STAPS, en physiologie biomécanique, une thèse qui était assez fondamentale. Et à vrai dire, durant cette thèse, j'étais comme vous. Je faisais beaucoup de notes quand on me parlait de la qualification de SAMU, parce que je suis aussi qualifié, mais la qualification n'est plus. C'est bon, vous avez fait ça. Du coup, elle vient de se terminer cette année. Mais en fait, étant donné qu'on est formé par des enseignants-chercheurs de la conférence, on se dit, le seul avenir, en tout cas un seul avenir, c'est devenir maître de conférence. En fait, on est un petit peu normé, on est préparé à ça. J'ai eu ma thèse en 2015, ensuite j'ai enchaîné sur un an de la TER, et ensuite je suis parti en postdoc. Vraiment pour vous dire, j'ai le cursus, et là normalement, à la fin de mon postdoc, normalement. Et en fait, je me suis posé la même question que Thibaut parlait tout à l'heure, la mobilité. Est-ce que j'ai envie de choisir là où je vais vivre en fonction des 3 postes qui me correspondent en France? J'avais le choix. Paris, Strasbourg. Je vis à Lille maintenant. C'est pas bon exemple. Mais il y avait Paris, Strasbourg, Marseille et Nantes. Donc on passait par Marseille et par Nantes. Je suis plutôt intéressé, mais concours très effectif. Et puis il y avait tout un tas de choses qui faisaient qu'en fait j'avais envie de m'arrêter là. Je ne travaillerai pas sur. J'ai pas forcément envie de vous dégoûter, mais je fais des choix. Et en fait, je me suis posé les questions de qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie, et je me suis dit finalement que moi, dans l'analyse de la donnée, j'ai un peu tout fait, de la question de recherche jusqu'à la valorisation. Ce que j'aimais vraiment, c'était analyser la donnée, la valoriser, la vulgariser auprès des métiers. Ça, c'est un métier qui existe aujourd'hui, c'est data analyst, c'est ce que je fais. En fait, il y a une formation, peut-être la seule qui m'a servi en formation d'école doctorale. C'est faire un bilan de compétences. Parce qu'en fait, moi en thèse, j'étais persuadé que j'étais expert en échographie, en électromyographie et en analyse de mouvement. Pour moi, mes compétences, c'était ça, pour venir mettre des conférences, c'est très bien. Pour travailler dans le privé, il faut que je trouve un travail où il cherche un mec qui est bon en échographie. Non, en fait. Cette formation, elle m'a bien résumé, m'a fait rendre compte que pendant ma thèse, j'ai développé des talents de communication, de management, parce qu'on est amené à encadrer les masters 2, amené à enseigner, etc. Aussi, gestion de projet, ça va gérer un projet sur un temps long. Ça, c'est des trucs qui, c'est pas des compétences qu'on acquiert en master 2. Et aussi tout un tas de savoir-être. C'est-à-dire que j'ai une capacité à prendre du recul, à être force de proposition. Tout ça, c'est des choses qui sont recherchées. Donc après ça, je me suis dit, je vais faire mon CV, et puis là, ça m'a déchiré le cœur. Hein. J'ai dû enlever de mon CV que je savais faire de l'électromyographie, de l'échographie. C'est comme ça. Je suis passé d'un CV de 11 pages à un CV d'1 page. Et c'est hyper important un CV, surtout quand vous suivez une entreprise, parce que ça montre à quel point vous êtes sympathique. Vous savez un petit peu montrer votre compétence et votre expérience. Puis surtout quand vous avez moins de 30 ans, une page, ça suffit. Et aussi, si vous êtes amené un jour à faire un CV en entreprise, ce qui est important, c'est de sortir du lot. C'est pas de faire un CV hyper normé. Torturer en CMU pour la qualification, mais c'est de faire un CV qui attire et qui est plutôt clair. Je voulais vous montrer celui que j'ai posté pour des calculs que j'ai donné à Marine. Et enfin, finalement,
Après, une fois que vous envoyez votre CV, en général, il y a un recruteur qui vous rappelle. Il faut savoir que les phases de recrutement en entreprise, ça peut être long. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un dossier, enfin, simplement, au vu de la préparation, parce que j'ai quand même candidaté à un poste de dans cette époque. Ça m'a pris 3 semaines pour préparer le dossier. Mais en fait, il y a une succession d'entretiens, et en fait, plus les entretiens avancent, plus vous montez finalement et vous rencontrez des gens dans la hiérarchie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas les entreprises aujourd'hui, les grandes entreprises ne recrutent pas forcément des compétences spécifiques, elles recrutent des individus, des gens qui ont du potentiel et avec qui ils ont travaillé. Si vous montrez que vous avez du potentiel et que les gens ont envie de travailler avec vous, en fait, vous avez gagné. Et un conseil en tant que docteur, un entretien professionnel, c'est qu'il faut absolument que vous soyez en mesure d'expliquer votre thèse en 2 phrases. Et vraiment, en 2 phrases, si moi c'est très simple, par exemple, ce que je dis toujours à mes entretiens, c'est le but de ma thèse, très très vulgarisé, c'est d'expliquer pourquoi Michel Vol court plus vite que moi. Ça c'est de façon très vulgarisée. Ensuite je dis, d'une façon un petit peu plus approfondie, c'est 2 personnes font une extension de genou la plus rapide possible. Qu'est-ce qui explique que l'un va plus vite que l'autre? C'est mieux, c'est le tendon, l'interaction entre les deux, l'organisation articulaire. Et bien, finalement, juste avec ça, la personne en face de moi, elle a compris. Et là, elle se rend compte que, tiens, on est face à quelqu'un qui sait communiquer, qui sait vulgariser, et qui sait adapter son discours à moi. Et là, finalement, c'est pareil, vous êtes là un peu conquis de la personne. Du coup, voilà, pour mon petit retour d'expérience, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais laisser Isabelle. Alors moi, je vais plus vous parler du pendant, parce que je suis encore en principe. Moi, je suis en principe avec la CNITAN et le FPPL. Donc mes missions sont vraiment très diversifiées, parce que comme j'appartiens au service RH, j'ai des missions forcément qui sont orientées RH. Donc ça va être travailler des missions pour le bien-être au travail. Je suis en psychologie. Donc ça va être évaluer les RTL chez les conducteurs, les réseaux sociaux. Ça peut être aussi préparer des questionnaires pour le burn-out social, où on a eu aussi des questionnaires à préparer pour le télétravail après cette phase de Covid. Et puis j'ai travaillé aussi récemment pour un projet d'innovation. Alors pour l'alimentaire, ça va certainement vous parler. Sur l'île de Nantes, il y avait un carrefour qui était très accidentogène. Et à la Cévitane, ils avaient envie d'expérimenter justement un projet pour justement réduire cette accidentologie. Donc ils ont fait appel à la société Colas qui leur ont proposé un dispositif lumineux au sol pour avancer l'arrivée du bus. Donc moi j'ai travaillé sur ce projet-là et c'était très intéressant puisque j'ai travaillé avec des acteurs qui étaient internes à l'entreprise mais aussi des acteurs qui étaient externes à l'entreprise. Donc là c'était vraiment bien. Donc j'ai fait du recueil de données, je suis allée auprès des conducteurs, les interroger sur la perception qu'ils avaient de ce carrefour-là à différentes phases de l'expérimentation, mais aussi avec les différents usagers de la route, que ce soit les automobilistes ou les cyclistes. Voilà. Et donc justement travailler avec des gens qui sont d'orientation différente, ça rend vos travaux beaucoup plus riches, puisqu'ils vont vous amener à réfléchir sur d'autres problématiques. Et vous, si vous étiez resté dans votre monde scientifique, vous ne voyez pas les choses de la même manière, forcément. Mais là, quand vous rencontrez des acteurs qui vont être de notre métropole, par exemple, ils vont avoir plus des enjeux politiques à traiter, des enjeux sociaux. À l'entreprise, ça va être peut-être aussi des problèmes d'organisation ou des problèmes d'infrastructure, enfin voilà. Donc vous discutez vous échangez avec tout un tas de monde, et ça je trouve que c'est très formateur. Ça serait un avantage aussi de travailler en CIFRE. Donc vous devenez quelque part un petit peu expert dans un domaine bien spécifique.
Et je dirais aussi que ça nous permet de développer certaines compétences que tu parlais tout à l'heure, où ce côté relationnel, voilà, ces compétences relationnelles que vous devez avoir. Donc ça, au fur et à mesure, vous êtes obligé de les acquérir. Quand vous rentrez dans une salle de prise de service et que vous avez tout un tas de conducteurs qui vous regardent, là, on se dit qu'il faut faire quelque chose, quoi. Donc, et moi, j'ai eu un collègue formidable qui m'a dit « Tu rentres, tu dis à la cantonade, bonjour messieurs, dames !» Et alors là, c'est vrai que c'est formidable parce qu'on vous apprend des petits trucs, quoi, que vous n'auriez pas appris si vous étiez resté au laboratoire, par exemple. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est très formateur de travailler avec plein d'acteurs. Donc vous développez aussi des compétences d'analyse et de synthèse, comme tu disais, il faut vulgariser sans arrêt pour pouvoir s'adapter aussi au public que vous avez en face de vous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc c'est vrai que pour toutes ces compétences, ça vous apporte une certaine valeur ajoutée pour votre insertion future professionnelle. Après, il y a des difficultés. Il faut savoir qu'il y a un décalage quand même entre le monde de l'entreprise et le monde scientifique. Donc, il faut sans arrêt vous adapter au contexte différent. Donc, comme pour l'entreprise, par exemple, c'est des gens, enfin, pour ma part, qui travaillent à court terme, donc en temps réel, ils travaillent sur des situations d'urgence, donc ils ne travaillent pas à long terme. Et donc, vos projets, quand vous arrivez avec votre projet, c'est un projet à long terme. Mais vous êtes obligé d'adapter votre projet parce que demain, votre projet sera peut-être plus viable finalement, puisque les problématiques auront changé, sera tellement évolué, vous êtes un service public, vous travaillez avec d'autres, donc vous êtes obligé sans arrêt de vous adapter. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de... Enfin, c'est chouette d'acquérir ça, parce que sans arrêt, il y a des choses que vous pouvez faire et d'autres que vous ne pouvez pas faire, et il y a des moments pour le faire. Enfin, donc à des moments, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, là j'étais prêt à faire passer mes questionnaires et je ne peux pas parce que pour X raisons, voilà, en ce moment c'est pas possible d'Isabelle parce qu'on a une communication à faire passer et là vous êtes toujours, vous voulez vous passer après parce que vous n'êtes pas dans une situation d'urgence, vous pouvez attendre, sauf que vous avez aussi des deadlines à respecter. Donc c'est ça, il faut jongler aussi entre les impératifs, entre les imprévus, entre vos propres deadlines, parce que vous avez des rapports, pour ma part, un rapport au CSI, des publications, enfin, vous avez plein de trucs aussi de votre côté, du côté scientifique à respecter, des délais à respecter, donc il faut sans arrêt jongler avec ça. Et je dirais, enfin, si j'avais un conseil à vous donner, ça serait d'avoir vraiment un agenda où vous pouvez faire du rétro-planning, où justement vous projetez les choses que vous devez faire, les impératifs avec des petites marques rouges, enfin voilà. Parce qu'à des moments, il y a des choses que vous allez pouvoir faire et à des moments, vous n'allez pas pouvoir les faire. Donc, ça vous permet de vous adapter, d'être un peu plus flexible. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais voilà, l'agenda, pour moi, je trouve que c'est un outil formidable. C'est vraiment un allié. Alors, je voulais sur l'avantage d'entreprise, c'est aussi que moi, j'ai la chance, je suis chez Decathlon, demain je dis j'ai envie de devenir designer. Mon manager il va dire bah, écoute, on va tout faire en sorte que tu deviennes designer. Mais si on prend d'autres entreprises, en fait les métiers évoluent. Aujourd'hui je suis data analyst, demain je peux devenir data scientist, je peux devenir data, certes. Mais en fait mon métier va évoluer, mes responsabilités vont évoluer, je ne peux pas faire la même chose. Ça c'est chouette de pouvoir se dire que je vais pouvoir évoluer en termes de responsabilité et pas simplement maître de conférence, professeur des universités. C'est une classe. Et voilà. Et aussi, la chance que j'ai, c'est que moi, je vois la valeur que je crée en fait, au sein de l'entreprise. Et ça, c'est hyper valorisant. De se dire, bon, bah, je suis dans une entreprise dans un capitaliste, mais aujourd'hui, je peux dire, moi, mon travail, il a permis de gagner X millions d'euros. Ça, c'est. Enfin, de pouvoir mesurer ça, c'est quand même plutôt intéressant.
chose. Donc, c'est bien aussi de... Ah, Je peux juste rajouter un élément, parce que c'est étonnant, cette espèce de comparaison, cette espèce de contraste entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Moi, je ne le perçois pas comme ça. Peut-être parce que j'ai été amené à recruter, beaucoup aussi, et en tant que moyen composant, responsable du laboratoire. Et quand je recrute, je me retrouve dans le processus que tu décris, parce que nous aussi, on est amené à prendre quelqu'un et on va se tromper. Et en effet, c'est pas l'hyper spécialiste qu'on va écouter en demandant ce qu'il raconte qui nous intéresse, c'est la personne qui va parler simplement de ce qu'il a fait et qui va être capable de communiquer à des personnes d'horizons assez variés. Dans les 10 personnes qui sont face à vous, je vais représenter 10 personnes à peu près, peut-être un petit peu moins, issues de plusieurs universités, issues de plusieurs laboratoires, avec une parité homme-femme, une parité entre les personnes extérieures et internes à l'établissement. On ne peut pas avoir que des spécialistes de la question. Et donc, en effet, quelqu'un qui, comme toi, se présenterait de manière très précise et très claire, oui, je comprends ce qu'il fait. C'est un bioméca, je le recruterais bien chez moi, on discute après, parce qu'il pourrait travailler de manière très intéressante pour mon équipe de recherche, par exemple. Je ne posais pas du tout. Non, mais c'est la perception qu'on pourrait. Moi, la perception que j'avais. Et je pense que c'est la perception qu'on a souvent. C'est pas et comme la perception d'une carrière linéaire, j'ai changé de métier au moins 5 fois. Au moins. Mais ça dépend plus de ce que vous faites de votre carrière de trajectoire. Et c'est pour ça que c'est important de vous dire que finalement, votre sujet de thèse va vous enfermer un peu, on creuse un sillon, on devient le meilleur dans son domaine à un moment donné, on utilise toujours le même cadre théorique, le même vocabulaire. Qu'est-ce qu'on comprenne nos amis, notre famille, parlez-en déjà avec les copains autour d'une bière. Faites-vous comprendre. Face à un jury, ça va être un peu ça. Face à des recruteurs, ça va être un peu ça. Les soft skills, les fameuses capacités relationnelles, c'est pour argumenter, c'est ce qui est le plus important finalement. On ne peut pas être recruté que là-dessus, mais on ne peut pas être recruté non plus que sur la compétence scientifique pointue qui tourne autour de son sujet de recherche. D'ailleurs, moi je suis amené à faire passer beaucoup d'entretiens d'embauche et d'entretiens techniques. En fait, en général, une personne qui a un manque de technique, moi, ça ne me gêne pas tellement. Parce qu'en fait, la technique, ça s'apprend. Par contre, un savoir-être, comme on disait, relationnel, être rigoureux, avoir un regard critique, et bien ça prendra des années. Alors que bon, savoir programmer en Python, pour un mois, ça fait. Je me demandais s'il était possible en fait, de faire les deux, c'est-à-dire d'avoir un pied dans l'université et un pied dans le monde du travail. Enfin, moi j'ai eu cette représentation-là de mes profs de fac. J'avais le sentiment qu'ils étaient à la fois maîtres de compte, etc., professeurs d'université, et qu'ils avaient aussi des cabinets en libéral qui voyaient des patients. Alors, ça, c'est des statuts particuliers. Alors, dans certaines cibles de droit, notamment, on peut être avocat et intervenant lui-même titulaire à l'université. En psychologie, c'est assez fréquent aussi. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont soit psychologues, ils ont un cabinet, ils font des interventions, ils sont vacataires à l'université. D'accord. En général, c'est des heures en plus, c'est assez mal payé par rapport au salaire qu'ils ont la rémunération qu'ils ont en privé. Et c'est parce qu'ils aiment, c'est très intéressant. Après, tu as une autre façon de fonctionner, c'est de considérer que tu es enseignant-chercheur et que tu peux faire des missions auprès d'entreprises. Et ta compétence dans le champ d'entreprise, moi ça m'est arrivé, c'est très intéressant. Et enfin, tu as un statut, je vais vous le présenter parmi les statuts, MCF, PU, mais il y a aussi PAST, un autre site pour professeur associé, et je ne sais plus exactement. C'est un professeur associé, c'est un professionnel à mi-temps pour l'entreprise et à l'université. Il est enseignant-chercheur sur 92 heures année, il est 192 heures par mois, 96 heures, il est 192 heures, et sur ces 96 heures d'enseignement, il peut faire de la recherche. Et l'autre mi-temps, c'est son mi-temps d'entreprise. Il y a assez peu d'universités, c'est assez peu connu, mais c'est un statut qui est très intéressant. J'avais recruté sur 2 psychologues comme ça, qui
sur le statut de passe.